Bonjour et bienvenue à présent à un entretien en compagnie de Pierre Riopel pour recueillir son témoignage en lien avec Bernard de Montréal, étant donné qu'il avait assisté à ses conférences et il avait également fait le séminaire auprès de lui. Donc, c'est David présentement que vous entendez en audio et Pierre que vous voyez devant vous en vidéo. Alors, bonjour Pierre, ça va bien? Bonjour David, ça va très bien, toi? Oui, donc c'est un plaisir pour moi d'avoir l'occasion de discuter avec toi aujourd'hui. En fait, l'idée de cette entrevue, ça vise à présenter un petit peu, étant donné que tu l'as connu en personne, Bernard, à travers ses conférences, à travers aussi le séminaire que tu as effectué. Donc, ça vise à nous faire connaître l'individu, Bernard, qui a initié le mouvement de la conscience supramentale ici au Québec. Donc, étant donné que tu as été aux premières loges, et présentement, en fait, j'ai recueilli, d'ailleurs, sur ma chaîne YouTube, là, plusieurs témoignages de gens qui ont connu Bernard. En fait, l'idée, c'est que si éventuellement il y a des gens qui s'intéressent à Bernard de Montréal, ça peut être dans 15 ans, dans 20 ans ou même dans 200 ans qui vont le découvrir, c'est de recueillir des témoignages de gens de première main qui l'ont connu directement pour que les individus des générations futures et également les historiens qui s'intéresseront au phénomène de l'émergence de la conscience supramentale à la surface du globe aient un certain bassin de témoignages par rapport à ce phénomène. Donc, comment que ça a pris racine, ça a pris forme et ainsi de suite. Donc, sans plus tarder, je vais te laisser parler un petit peu par rapport à, dans un premier temps, là, quand tu as été pour la première fois à une conférence de Bernard, comment ça s'est passé? OK. C'est un sujet intéressant. C'est un sujet que je trouve quand même un peu délicat. OK. Parce que quand on parle d'une autre personne, il y a une part autobiographique. Autrement dit, on parle aussi de soi à travers cette expérience-là. Ça rend la chose délicate parce que euh, quand on fait une autobiographie, on peut enjoliver les choses ou on peut les déformer. Donc, il faut que les gens qui écoutent puissent avoir ça en perspective, Exact. puissent avoir un certain recul. Il y a aussi, considérant le genre de travail que Bernard faisait, il y a des gens des fois qui peuvent faire un témoignage, qui peut être entouré de fabuleux. Ça aussi, c'est une dimension qui est délicate. Mais étant donné que c'est un contexte historique, je peux parler un peu de comment ça s'est passé. Mhm. Au mesure du développement, on va voir ce que ça va donner. La première fois que j'ai entendu parler de Bernard de Montréal, Mhm. j'habitais à Longueuil. J'avais un coloc, il était en train d'écouter ça sur le câble. Il écoutait Bernard de Montréal qui parlait de, je pense que le sujet c'était des extraterrestres. Il était en entrevue avec Richard Glenn. OK. J'étais avec François. François me dit, viens écouter ça, c'est assez intéressant. J'étais à peine levé, en tout cas, j'ai écouté, là, je suis passé d'une pièce à l'autre. Ça, c'était au début des années 80? Ouais, c'était dans quelque part, disons, probablement 1980. OK. Quelque part, je peux pas donner de date. Mais quand j'ai écouté ça, là, Oui? j'ai dit, ça de là, c'est un imposteur. C'est la première réaction que j'ai eue. OK. Alors, ensuite de ça, il s'est passé un certain temps. C'était populaire sur le câble. En tout cas, j'en ai entendu parler par la suite. Puis, il y avait un assez bon volume d'écoute. Ensuite, moi, j'ai gravité dans un cercle de gens, on peut dire un environnement. Je ne parle pas d'un environnement géographique, mais je côtoyais des gens qui s'intéressaient au yoga, à la méditation. Puis on échangeait des informations. Il y en a un qui découvrait un ashram, disons, dans l'État de New York. Et là, il en parlait aux autres. Il disait, c'est intéressant, on va-tu faire un tour? Donc, on allait faire un tour. C'était toujours des événements dans ce style-là. Mhm. Fait qu'un jour, il y a nos amis qui appellent François, puis François me dit, c'était deux François, c'était un autre François, qui dit qu'il est allé à des rencontres d'un dénommé Bernard.
Il dit, on va aller le rencontrer en quelque part, puis on va jaser de ça. Je vous attends quelque part à tel point de vue. Okay. J'ai vécu une bizarre d'expérience. C'était presque un peu anormal. Je m'en allais sur la rue, puis je me sentais un peu comme dans un film. Je me sentais comme, je vivais comme une forme de dissociation, puis quelque chose qui n'était pas commun. Je me sentais étrange. On s'est allé sur la rue, puis on a rencontré. Mais tu te sentais étrange, est-ce que tu ressentais une présence qui te parlait à l'intérieur de toi ou... Non, il n'y avait pas personne qui me parlait, mais je me sentais comme décollé de la... C'est comme si... Un peu comme quand tu filmes avec une caméra. Je dis, quand tu regardes un film, oui. Tu sais que c'est un film. C'est un peu comme si je regardais un film. OK. Quand on s'est en allé sur la rue, puis il y avait François. J'étais allé avec François, puis on a rencontré un autre François. Puis là, on a parlé de ça. C'est qui ce gars-là? Ben, c'est un gars qui donne des conférences. On lui a demandé de quoi est-ce qu'il parle. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais c'est intéressant. Ah, j'ai dit, OK. Bon, on va aller faire un tour. Hein. On était toujours partant pour faire une nouvelle expérience dans ces choses-là. Ça a légué au cégep de Maisonneuve. On est allé écouter la conférence. Puis, pardon. On a écouté ça, on a assisté à ça. Je ne me rappelle pas de ça. Donc, c'est une conférence qui était à Montréal. Oui, c'était à Montréal, c'est au cégep de Maisonneuve. Donc, au début des années 80, ça? Ça, c'était au mois de mai 81. OK. Ah, ben tu vois, moi, je suis né en 1981. Ah, la même année, hein? Ah oui? Oui. En tout cas, ça donne comme ça. Oui, je te laisse continuer. OK, d'accord. Alors, on va au cégep de Maisonneuve, puis la personne qui a interviewé Bernard, c'est la même qui faisait l'émission Les Autoristes expérimentales, qui faisait des entrevues avec Bernard à Longueuil. Ça s'est bien passé, c'était une grande salle, c'était un bel auditorium, j'ai trouvé ça intéressant, c'était plaisant. OK. Puis, je pense qu'après la première conférence, ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait des gens qui avaient des cassettes, parce qu'il y avait des enregistrements de d'autres conférences antérieures, auparavant. On m'a prêté quelques cassettes, j'ai trouvé ça intéressant, j'ai écouté ça. Puis, comment je dirais ça? Je pourrais dire que ça me mettait dans un état de calme. OK. C'est un peu curieux à dire. Ben oui. J'écoutais ça, je trouvais ça captivant. Il y en avait une dans les premières, hein, parce qu'il n'avait pas fait beaucoup d'enregistrements publics au cégep de Maisonneuve avant. Il y en avait une, je ne me rappelle plus c'était quoi, l'incarnation. Je sais pas. En tout cas, c'était intéressant. Puis j'ai commencé, j'en ai écouté une, j'ai mis la deuxième ensuite, j'ai mis la troisième ensuite. C'est comme si tu avais une sensation que tu ne peux pas arrêter. C'est comme quand tu manges quelque chose que tu as toujours le goût de continuer. J'ai trouvé ça. Ensuite, je pense qu'on est allé à une autre conférence où on s'est renseigné pour le séminaire. Il y a quelqu'un qui nous avait dit que Bernard donnait des séminaires. Ça durait une fin de semaine. Ça commençait le vendredi soir, puis ça finissait le dimanche, soit dans l'après-midi ou quelque chose comme ça. Fait que, on s'est inscrit. Il y avait une personne, je ne donnerai pas son nom complet, mais la relationniste, elle s'appelait Gisèle. Une personne très bien, très gentille. Je me posais une ou deux questions, mais c'est comme elle nous regardait. Elle avait l'air d'être correcte. Il y avait une organisation, tout ça. Nous autres, on était trois amis qui voyageaient ensemble. Puis, on était tous célibataires. On a partagé une chambre pour être organisés. On était là pour la fin de semaine. Mais cette fin de semaine-là, moi, je ne me rappelle pas de grand-chose. Je ne peux pas dire que j'ai été comme très participant, c'est-à-dire j'écoutais ce qui se passait, mais j'étais plutôt absent. J'étais un peu comme figé. OK. J'étais plutôt absent. Mais je me rendais compte qu'il se passait des interventions. Mais est-ce que tu percevais une énergie particulière quand Bernard parlait durant le séminaire? Pas vraiment. Je me suis rendu compte à un moment donné, il a posé des questions à une personne. C'est quelque chose que j'ai découvert avec le temps. C'est que Bernard, quand il y avait des séminaires, il choisissait une personne qui avait une espèce de sympathie vibratoire avec laquelle il pouvait communiquer. Il pouvait faire des expériences qu'on appelait comme parler sur le contact. Parler sur le contact, ça veut dire que Bernard nous mettait
au lieu d'avoir une communication avec une personne, tu avais comme une communication intérieure avec une intelligence. C'est un peu étrange, là, mais ça se passait assez naturellement. Fait qu'il a commencé à poser des questions à cette personne-là. Puis la personne disait, quand je te pose une question, parle avec ton contact, ou ta voix intérieure, on pourrait appeler ça comme ça, tant qu'elle te répond. Fait que c'est arrivé, il a fait plusieurs interventions durant la fin de semaine. Puis la personne lui donnait des réponses. Puis là, il disait, c'est exactement ça. Puis il a parlé d'un certain nombre de choses. Moi, je peux dire que j'étais pas mal absent. Je n'étais pas tellement là. Mais j'ai eu un bizarre de... Je pense que c'est le vendredi soir. Je pense pas que c'est samedi soir. Le vendredi soir, ça finissait quand même assez tard. Mais je pense qu'il ne regardait pas l'heure. On n'avait pas un programme comme tel. Il nous disait, bon, à telle heure, c'est les repas, et ainsi de suite. Et ça finit peut-être assez tard. Il était peut-être 1h, 2h du matin. Puis Bernard est venu nous voir. Il y avait moi, François et Alain. Et il dit, je vais aller jaser avec vous autres. Je vais aller dans votre chambre. Nous autres, on était un peu... Oh, c'est correct, pas de problème. Fait que Bernard est venu dans notre chambre. Puis il a commencé à nous parler. Il a commencé à faire... effectivement, c'était avec moi. Il a commencé à nous poser des questions. Puis il me dit, tu crois que je vais faire l'expérience du contact avec toi? Je vais te poser des questions. Puis tu vas les poser intérieurement, mais tu vas attendre la réponse. Il dit, interprète rien. Tu vas juste poser la question, puis attends la réponse. Là, je posais des questions. Puis ça répondait un peu. Ça répondait pas beaucoup. Là, j'ai dit, il ne veut pas répondre. J'ai dit, il n'y a pas de réponse. Mais j'ai dit, je sens quelque chose, par exemple. J'ai dit, je sens, j'ai dit, il y a de la peur. J'ai dit, il y a quelqu'un qui a peur. Je voyais une réaction, mais c'était pas moi qui avais peur. Moi, j'étais très calme. Fait que je sentais qu'il y avait quelque chose qui se passait. Il y avait comme une double réalité. Là. Moi, j'étais très calme. J'étais pas du tout d'inquiétude. Je me sentais très à l'aise. Je sentais comme une personne qui avait peur à l'intérieur de moi. C'est un drôle de phénomène. Suite à ça, Bernard a continué un peu. Il a parlé avec François, il a parlé avec Alain. Mais sinon, juste pour en revenir à ton expérience, à l'égard des questions qu'il te posait, est-ce que tu as réussi à tasser ce qui avait de la peur à l'intérieur de toi pour être capable de répondre? Ça a répondu un peu, mais ça fait longtemps, mais je pense que ça n'a pas répondu tellement. OK. Ça n'a pas passé grand-chose. Mais j'ai vu qu'il y avait une forme de dissociation, j'ai vu qu'il se passait quelque chose qui était différent. OK. Là, Bernard a continué avec François et Alain. Il commençait pas mal tard. Il était peut-être 5 heures du matin. Je me rappelle, il me semble que je me suis couché, il était peut-être 6 heures. Bernard est parti. Là, le samedi, vous aviez une autre journée, là? Oui, on avait une autre journée. Puis ça commençait à quelle heure samedi? Ce que je t'ai parlé tout à l'heure, tu sais, la sensation de film, d'avoir comme un décollement, là. Oui. Je me suis couché, il était 6 heures. Fait que je me suis réveillé, il était 9 heures. OK. Et moi, j'étais un genre de personne, toujours essayer de me pousser pour m'organiser, d'être à l'heure ou de me surveiller parce que j'ai tendance à être un peu brouillon ou à être distrait. C'est comme si j'ai un mécanisme d'autovigilance pour essayer de m'organiser. Fait que les choses se sont faites tellement naturellement. Je me suis réveillé à 9 heures. Oui. Je n'étais pas inquiet de rien. Je ne me fatiguais pas de rien. J'avais le goût d'aller me baigner. J'étais allé dans la piscine. Il y avait une piscine. C'était un hôtel. C'était à Joliette. Environ 40 minutes en dehors de Montréal. J'étais allé me baigner dans la piscine. Ça m'a fait du bien. Ensuite, je suis allé manger. On est allé manger. Puis quand je me suis présenté à la porte, c'était là que ça commence. Puis j'avais toujours cette sensation-là, comme dans un peu comme dans un film. Mais est-ce que tu vivais une forme d'état de transe? Comme par exemple quand on est hypnotisé? Ben, je ne veux pas faire avoir une tangente. Ouais, un peu. C'est un peu comme une transe. Ouais. On pourrait dire ça. Peut-être qu'on reviendra plus tard. C'est parce que j'ai fait de la méditation. Pas trop faire de comparaison, mais j'étais dans un état très calme. OK. Là, la fin de semaine s'est passée. Puis, c'était une expérience agréable.
Mais je me rappelle, je pense qu'il m'a parlé une fois dans la salle. Il me dit quoi, là? Il dit, tu te poses trop de questions. Il dit, tu t'arrêtes pas de te poser des questions, ça finit plus. Il dit, c'est une obsession, tes questions. Il dit, ça t'étourdit. C'est à peu près la seule intervention que je me rappelle comme telle. Mais on l'a croisé à l'occasion, tout ça, on bavardait innocemment, mais quand on était en pause, je ne faisais pas toujours nécessairement des interventions, il fallait qu'il relaxe quand même. Mais ça, oui, c'est ça. Mais pour les gens qui vont prendre connaissance de ton témoignage là, dans les prochains jours, même les prochaines années, pour donner à eux autres une idée du séminaire, est-ce que, si je comprends bien, c'est que ça commençait le vendredi soir, puis ça se terminait le dimanche? Ça se terminait le dimanche, après le dîner. Les gens partaient un peu à l'heure qu'ils voulaient. Je ne me rappelais pas qu'il y avait une réunion. Peut-être qu'il y en avait une, mais il n'y en avait pas, je ne me rappelle pas. OK, mais si on... Ça finissait... Oui. Si on prend l'horaire... Oui, je vais te laisser parler, excuse-moi. Ça finissait pas trop tard, parce que quand même, il y a beaucoup de gens qui habitaient à Montréal dans ça, qu'il fallait l'heure de pointe, il fallait prendre le temps d'arriver à la maison. Moi, je ne peux pas dire à quelle heure ça finissait, je me rappelle pas. OK, mais pour faire une histoire courte, les gens arrivaient là pour le vendredi soir? Oui. OK. Est-ce que ça commençait, mettons, 7 h jusqu'à... Dans ce coin-là. Ça commençait après le repas, vers 19h. OK. Mais non, ils ne regardaient pas l'heure. Des fois, ça finissait pas mal tard. C'était un phénomène qui s'est répété. Des fois, il y avait des conférences. Des fois, ça finissait tard. OK. Comme la journée du samedi, ça commençait-tu en fin d'avant-midi? Ça commençait à quelle heure? Je pense que ça commençait à 9h. OK. Matin, si je me rappelle bien, je suis sorti de la piscine, j'ai mangé, puis je me suis présenté à la salle. C'était pas commencé. Ça a commencé quelques minutes après. Ça a commencé à 9h. Ça avait fini à quelle heure le samedi? Je ne me rappelle pas. Normalement, ça finissait pas de bonne heure. OK. Ça va aller jusqu'à 11h, minuit. OK. Fait que c'était très intensif, là. Oui, c'était des journées complètes. On avait des pauses. Les pauses, les repas, on avait un peu de temps pour relaxer, tout ça, mais les journées étaient longues. OK. Puis. Mais moi, j'étais plutôt dans un état, j'appellerais pas ça méditatif, mais un peu dans un état un peu absent. Mais j'étais un peu comme ça dans ma vie aussi. J'étais un peu absent. Je n'étais pas une personne qui était très... Je faisais de la méditation depuis quelques années. J'avais perdu beaucoup de poids. Je n'étais pas trop là. Je n'étais pas trop dans mon corps, comme on dit. OK. C'était pas tellement différent d'habitude. Sauf que j'étais calme, j'étais bien. Ça se passait bien. Sinon, par rapport au séminaire que tu as participé, c'était en quelle année? En 1981. C'était au mois de mai. Je ne me rappelle pas de la date, mais c'était au mois. En mai 81. OK. Et puis, par rapport au séminaire que tu as fait, il y avait combien de personnes à peu près? C'est une bonne question. Peut-être 35, 40 peut-être. Entre 30 et 40, je dirais. OK. Puis, y avait-tu des gens de tous les âges? C'était-tu plus des jeunes? Ouais. Non, c'est pas ça qu'il y avait du monde bien jeune, mais j'avais 23 ans. OK. 23 à 45 ans, peut-être tous les âges. Passé 45, 50 ans, il y en avait certainement moins. 20 à 40 ans, il y avait plus de monde. OK. Puis, par rapport aux gens que tu as vus au séminaire, est-ce que tu as observé des réactions particulières des gens par rapport à Bernard lors de cette activité? Non, rien de particulier. OK. Il n'y a pas eu des gens qui ont fait des crises? Non. OK. Non. Ça s'est bien passé. OK. C'était plutôt smooth, qu'on dit en anglais. C'est pas ça, Michel. Oui. OK. Moi, j'ai bien aimé. C'est sûr que comme expérience personnelle, quand Bernard est venu dans notre chambre, puis on a eu une conversation là. On était vraiment à l'aise pour pouvoir parler sans être dérangé. Bernard s'est assis. Nous autres, on s'est installés. On a déjà jasé pendant un bout de temps. OK. Puis par rapport à ces interactions que, bon, tu en as eues en privé avec lui, puis il y a eu aussi en tant que tel avec le groupe, là, mais en privé, est-ce qu'il t'a révélé des choses particulières à toi? Ou as-tu parlé de tes vies antérieures? Non. OK. Ça passe. Tous ces phénomènes-là, les choses plus... c'est pas arrivé cette fin de semaine-là. OK. C'est arrivé plus tard, mais on va en parler dans les minutes qui vont suivre. OK, mais juste pour compléter sur le séminaire,
Donc, pour les gens qui n'auront pas la chance de le faire, étant donné qu'il est décédé, Bernard de Montréal, euh, l'essentiel du contenu du séminaire, parce que j'avais déjà interviewé dans le passé Donald Moses qui disait qu'il, disons, le premier 2 heures le vendredi soir, c'est qu'il présentait vraiment comme plus la théorie, à savoir que la pensée vient d'ailleurs, c'est quoi l'âme, l'esprit, ces choses-là, de ce que je comprenais qu'il me disait. Est-ce que c'était un petit peu ça ou c'était plus improvisé? Je me rappelle de rien. Ok. C'est ça que je veux dire. Ah bon, Je me rappelle pas. Je n'étais pas là. ok. Quand on avait les pauses, c'est sûr que moi, François et Alain, on se tenait ensemble parce que c'est nous autres qu'on connaissait. Des fois, on croisait du monde. On regardait un peu, tout ça. J'étais pas présent plus que ça. J'étais à l'aise, mais pas attentif. Bon, il n'y a aucun problème. Après tout, son instruction ne s'adresse pas à l'intellect, là. C'est pas du Non, matériel à c'est ça. mémoriser, mais c'était un petit peu de voir au Oui. niveau du contenu. Oui. S'il vous a amené sur le terrain que la pensée vient d'ailleurs, puis là, Ouais. c'est ça. Non, pour ça, je ne suis pas un bon témoin. C'est Ok. là c'est après le séminaire OK. que moi, ça s'est passé parce que ils sont un peu clairs avec les séminaires. Oui. Parce que c'est pas mal. C'est que moi, j'habitais le plateau Mont-Royal, puis François aussi habitait le plateau. Fait que, on était habitués de se côtoyer, tout ça. Avec François, on a commencé à faire ça. On a commencé à parler sur le contact. François me posait des questions, puis je posais des questions, puis on jouait à ça. Mhm. Puis une journée, je sais pas comment c'est arrivé, mais on en a parlé, puis le sujet, c'était par rapport à Saint-Paul. Puis on disait que dans les Écritures, ils disent que Saint-Paul est tombé de cheval. OK. Et moi, je parlais sur le contact, je parlais avec François. J'ai dit, quand ils disent que Saint-Paul est tombé de cheval, j'ai dit, c'est figuratif. J'ai dit, Saint-Paul n'est pas tombé de cheval. Il est tombé de son intellect, il est tombé de son mental intérieur. J'ai dit, c'est ça que ça veut dire. Là, François, il écoutait ça, puis il trouvait ça bien cohérent, si on veut. C'est un jeu, pour nous autres, c'est un jeu enfantin, mais des fois, il se passait des choses. Mhm. Une fois, j'étais dans le salon chez François, puis on a travaillé encore sur le contact. Puis, à la droite de François, j'ai commencé à avoir une forme d'énergie qui a commencé à apparaître, qui était un peu de la forme d'un homme, avec une tête, des bras, un corps, puis il y avait comme des spirales d'énergie, puis ça descendait vers le bas. Mhm. Et sur le coup, c'est comme si, c'est comme quand tu vois quelque chose dans l'eau, tu ne veux pas bouger l'eau pour ne pas faire de vagues, tu ne verras plus rien. Exact. Je t'ai dit à François sur le coup. Mais après que ça s'est passé, comme l'être magnétique était là, il a disparu. Puis j'ai expliqué à François ce que j'avais vu. Et là, il a trouvé ça bien particulier. Fait que c'est souvent avec François, ou avec Alain. Mais je veux juste m'assurer de quelque chose. Ces perceptions-là extrasensorielles, est-ce que tu en avais avant de faire le séminaire et d'aller aux conférences de Bernard ou c'est après que c'est venu? J'en avais parce que quand j'ai fait de la méditation, j'avais un certain nombre d'expériences. Mais aujourd'hui, je vois ça sous un autre jour. OK. Parce que dans ce temps-là, pour moi, les expériences spirituelles, c'était bien important. Mhm. Et je veux dire, aujourd'hui, dans ma vie, je veux dire, ça n'a pas d'importance. J'accordais beaucoup d'importance à ça parce que pour moi, ce qui était important dans la vie, c'était le développement spirituel. Mhm. À force de compréhension, à force du contact avec Bernard, si on peut dire de la compréhension que c'est intégré dans ma vie, c'est des choses qui sont importantes. Dans ce temps-là, c'est important. Quand c'est important, ça provoque l'imagination. C'est ça, tu étais en mode ouverture par rapport à ça, vu que c'était important, tu sais. Pour moi, là, ces choses-là, des fois, les gens, admettons, vont écouter un témoignage comme ça, puis ils vont écouter des choses comme ça, puis ils vont dire, tu sais, le gars, il hallucine. Mais même moi, ça me froisserait pas. Parce que c'est pas des choses qui sont importantes. Moi, les affaires que j'ai vécues dans ces années-là, tu vois qu'il se passe des choses. Mais ça, dans ce temps-là, ça pouvait être un caractère. Je vais vous donner un exemple. Mhm. On est allé à New York, on est allé dans un ashram, et je ne vous dirai pas quel maître. Puis on est allé faire un séminaire, on est allé faire une fin de semaine intensive. Puis il y avait beaucoup de ces phénomènes de mimétisme.
Tu sais, le maître a parlé que s'il y avait des gens qui voyaient des serpents dans leur méditation ou en rêve, c'était un signe d'évolution spirituelle. Là, après avoir dit ça, là, les gens ont commencé à se parler. Tout le monde se sont mis à voir des serpents. Oui, ben ça peut créer une forme d'injonction hypnotique, au même titre que l'hypnotiseur qui va dire ne pensez surtout pas à un éléphant rose. Puis la première chose que la personne fait, c'est qu'elle pense à un éléphant rose. Ça, c'est une forme de mimétisme. Moi, j'appelle ça du mimétisme. Okay. C'est une forme de mimétisme, qu'on peut appeler du mimétisme spirituel ou du mimétisme psychologique. C'est que tu finis toujours par provoquer des choses que tu penses qui sont favorables. Tu sais. Si tu penses que rêver un cheval blanc, c'est favorable à un changement dans ta vie, ben, tu te mets à rêver des chevals blancs, des chevaux blancs, si tu veux. C'est un peu. C'est pour ça que, dans un sens, tu peux livrer un témoignage. Je le livre d'une façon honnête. Et pour moi, c'est pas une état de fascination, ces phénomènes-là. Il y a un exemple, avant qu'on se parle. J'ai eu un certain nombre de choses qui sont revenues en mémoire aujourd'hui. Moi, je me rappelle. Quand j'étais à Joliette, je ne sais pas si c'est aussi le maire ou ailleurs, une fois, je suis allé me servir pour manger, puis je me servais à manger, puis Bernard est venu se servir lui aussi, il était à côté de moi, puis j'ai commencé à prendre en feu, je chantais un feu à l'intérieur de mon corps. Fait que j'ai pas programmé ça, j'avais jamais entendu parler de ça, j'en ai parlé avec les autres. Il dit, je suis allé me servir, Bernard était là, j'ai senti mon corps, il prenait en feu. Mais c'est quand que tu as été de service parce que tu as été proche de Bernard? Physiquement? C'est soit qu'il était déjà là ou que moi je me suis servi et qu'il est arrivé. OK, parce que dans l'instruction supramentale, il est question du feu de l'esprit. Quand le feu de l'esprit s'allume au sein de l'individu, ben j'imagine que peut-être que tu as été sous l'influence de sa vibration, de son feu intérieur. Oui, je ne voudrais pas trop faire d'interprétation, je vais juste constater. OK, ben oui, c'est correct. Moi, je fais des hypothèses, là, mais... Non, je ne réfute pas ton hypothèse non plus, parce que tu peux avoir... Mais moi, j'ai plutôt tendance... je vais vous donner un exemple pareil. Ça, c'est comme l'astrologie. Tracer la carte du ciel, ça va bien, tu sais. Tu peux faire des lignes. Tout le problème est dans l'interprétation. C'est un peu le même phénomène. Moi, je constatais des choses, mais je n'étais pas porté à faire de l'interprétation, ou j'en suis encore moins aujourd'hui, à cause de toute l'interprétation qu'on fait des choses. Ah, on dit ça, c'est à cause de ça. Je ne dis pas que ce que tu dis, c'est pas valable. Mais pour ma part, moi, je n'ai pas tendance à faire ça. Non, mais je comprends ta prudence à ce moment-là. Comme par exemple, un jour, c'est arrivé que je suis allé me servir quelque chose où Bernard était à côté de moi. Puis il dit, tiens, je pense que c'est la première fois que je ne prends pas à feu, tu sais. Je pense que c'est arrivé plus qu'une fois, tu sais. Il arrivait des choses comme ça. Là, je fais un décalage dans le temps. Une fois, j'étais à une conférence, puis il y avait une pause. Puis, j'étais en train de parler avec José, Claude. Puis, tout d'un coup, je parle avec eux autres. Oui. Mon bras droit, il se lève. Mais moi, mon bras se lève. Les gens se posent des questions, pourquoi est-ce que mon bras se lève? Mais moi, j'avais pas ces réticences-là. Mon bras s'est levé. Puis, je me suis accoté sur quelque chose. Là, je me suis reviré, ce qui était là, c'est Bernard qui était là. Lui aussi, il avait le bras levé. Mais moi, je ne l'avais pas vu. Je parlais avec deux personnes. Puis mon bras s'est levé. Fait que, c'est des curieuses expériences. C'est ces expériences de magnétisme-là, qu'on pourrait appeler ça comme ça. Oui, par rapport au bras qui se lève, ça me fait penser à... Parce qu'il y a des gens qui vont entrer en état de transe puis vont poser une question, c'est oui, le bras lève, si c'est non, il descend, quelque chose comme ça. Là, il existe un peu comme le pendule, tu sais, si ça tourne ou ça tourne pas. Là. C'est un peu le même principe. Ouais. C'est un peu le même principe. Moi, mon bras s'est levé, je ne me suis pas posé la question à savoir si c'était correct ou pas. Parce que c'est dans ma nature. Si je vois il est arrivé des phénomènes semblables, sauf qu'il n'y a pas l'élément d'interprétation. C'est à cause de ça qu'il a fait ça, ou c'est à cause de ça qu'il s'est passé. Ça, c'est des choses que je mets de côté parce que j'aime pas la dimension du fabuleux qu'on attribue à des expériences. Non, c'est ça. Il faut pas spiritualiser ces expériences-là inutilement parce que ça crée de la fascination envers elles. En termes de fascination. Il y a des gens qui le font, puis la fascination, c'est une façon de se rassurer.
moi, je ne sens pas de besoin d'élaborer sur ces choses-là. Mais je les constate, par exemple. Mais c'est intéressant quand même de les mentionner, que tu as vécu certaines expériences là, en lien avec Bernard de Montréal, parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent, qui l'ont connu, qui en ont vu de similaires, puis ils vont peut-être se dire qu'ils ne sont pas tout seuls à avoir vécu ce type de choses. C'est les deux côtés de la médaille. Dans le sens que des fois, comme par exemple, on a une page Facebook, des fois, les gens vont poser des questions. C'est pas mauvais non plus de faire des paramètres, parce que d'ailleurs, je bouge la tête. Des fois, je parle avec des gens, puis des fois, on me dit j'ai vécu certaines choses, ou ça peut aider dans un sens. D'un autre côté, quand les gens, moi j'ai vu des maîtres qui expliquent tout leur parcours spirituel, et les phénomènes qu'ils ont vécu, je suis plutôt réticent. Parce que les gens vivent justement une forme de mimétisme. Ça peut. Oui, c'est sûr que dans le fond, de décrire des expériences, ça peut induire aussi certaines expériences au sein d'individus. C'est sûr que c'est le risque. Mais en même temps, c'est bien que les gens puissent avoir des pistes d'explication pour pas que les gens pensent qu'ils sont fous, qu'ils sont tout seuls à vivre ça. Puis que, ouais. Ça peut consolider des choses. Moi, je me rappelle une personne qui m'a parlé. J'allais on avait différents amis qui étaient dans les conférences. Puis je pense que j'étais chez ce couple-là. Puis elle me disait qu'elle vivait une bizarre d'expérience. Puis j'ai expliqué, c'est venu naturellement. Ça paraissait comme assez cohérent. Elle vivait un état, je me rappelle plus ou moins. Mais elle disait qu'elle vivait un état où elle était avant dans une espèce d'état d'insouciance. Qu'elle se sentait un poids. Elle se sentait comme une forme de responsabilité. C'est loin comme détail là. J'avais expliqué que il y a des transferts d'énergie qui se font, puis on arrive dans un état où on a plus de responsabilités qui nous incombent en tant que personne quand on n'est plus conscient. Ça apparaissait assez comme cohérent. C'est pas cette conversation-là que je vais mettre en évidence. C'est le phénomène que quand on échange, des fois, ça peut répondre à des questions, ça peut donner un certain aide. Tant qu'on ne tombe pas dans le fabuleux. D'ailleurs, Bernard était beaucoup contre ça. Des fois, il parlait de choses relativement occultes, mais il ne répondait pas tout à côte à des éléments de curiosité. C'était quand il expliquait certaines choses, même si ça rentrait dans des choses qu'on peut appeler typiquement occultes, c'est pour expliquer le développement d'une chose, par rapport à un phénomène humain, par exemple. Non, je comprends ce que tu veux dire. C'est sûr que de ce que je retiens de son instruction supramentale, c'est qu'il visait à pas ce que les gens soient fascinés par sa personne, ni par l'occulte non plus. Là, Parce que ce soit une fascination par la connaissance, que ce soit aussitôt qu'il y a une fascination par la connaissance, ça induit automatiquement une fascination face à la personne, parce que c'est lui qui livre le message. Puis c'est il s'opposait à ça dans un sens, mais temporairement au début, je pense que c'était difficile pour les gens de ne pas être fascinés par lui. Parce que c'était un homme qui avait la facilité d'expliquer certaines choses. Puis il y avait d'autres éléments aussi qui étaient plus personnels. Moi, ça m'est arrivé, puis je le voyais qu'il disait à certaines personnes. Par exemple, il pouvait te parler en privé ou tu passais quelque part dans la salle où tu pouvais croiser Bernard. Il disait, tu sais qu'est-ce qui t'est arrivé à tel âge, tel phénomène. Il dit ça a servi à telle chose. J'espère que je ne parle pas trop vite, là. Mais il a mis beaucoup d'emphase dans son travail à démontrer aux gens que les choses dans la vie, ça n'arrive pas par hasard. Deuxièmement, ça n'a pas d'inutilité. Autrement dit, quand il t'arrive des choses dans ta vie, c'est pour te faire évoluer. Donc, il y a toujours un travail qui se fait. OK, mais je t'interromps ici dans le sens que lui pouvait, par exemple, lors d'une conférence, accoster une personne pour lui dire, ben, tu as vécu tel événement dans ton passé, mettons, la personne s'est faite violer, elle a vécu une perte d'emploi, ben, c'était pour ça avait telle fonction. Oui. Mais ça, il y avait l'information, il pouvait dire à telle personne, ou il me l'a dit à moi aussi, qu'il s'était passé telle chose dans ma vie. Ben ça, il ne parlait pas de ça en public. Il n'allait pas faire
c'est des choses qui sont intimes à la personne. Il ne révélait pas ça à la salle. C'est ça, mais ce que j'étais curieux de savoir, c'est par rapport à ce type de dévoilement-là, est-ce que toi, tu l'avais demandé qu'il fasse une lecture sur toi ou c'était vraiment spontané de sa part? Non, c'était spontané. Okay. Et ça arrivait durant les pauses, d'ailleurs. C'est des instructions qui n'avaient jamais été données. C'est que ça arrivait des fois au début de la pause. Il y avait des gens qui se mettaient en ligne pour aller le voir. Il y avait 3 ou 4 personnes. Okay. Puis moi, je voulais lui parler, donc j'ai vu qu'il y avait 2 personnes en avant de moi. Puis j'attendais mon tour. Puis je posais des questions, puis je faisais certaines mises au point. On ne rentrera pas dans les détails, mais sur des situations que je vivais. Il y avait beaucoup de disponibilité dans cette période-là. Parce qu'au début, ce qu'on avait après les séminaires, il y avait les conférences publiques au cégep de Maisonneuve, puis il y avait les conférences maison. Ça n'avait pas lieu dans un hôtel comme les années subséquentes. Ça avait lieu dans une maison. Essentiellement, il y avait une maison. Ben, je t'interromps ici. Quand tu parles de conférences maison, est-ce que ça, c'est les conférences dites privées qui étaient réservées aux séminaristes? Oui, exactement. C'était privé aux séminaristes. Puis là, je vais faire une parenthèse là-dessus. C'était pas un contexte élitiste. C'était des gens qui avaient fait le séminaire, mais il installait quand même une certaine surveillance. S'il y avait des gens, disons, des gens qui voulaient faire le séminaire et qui avaient des troubles quelconques, ça aurait pu causer des problèmes à sa réputation. Vous imaginez quelqu'un, par exemple, qui va à l'hôpital en psychiatrie et qui dit je suis allé à une conférence de Bernard de Montréal puis je me suis senti débalancé. C'est ça. Ça aurait posé des perturbations. Ben, moi, tu peux me valider là-dessus, là, c'est que j'avais entendu dire que par rapport au séminaire, les séminaristes qui allaient y participer, ils sélectionnaient vibratoirement, puis il y avait un tri, il y avait un filtrage qui se faisait. C'est ce que j'ai entendu, que je pense que la personne relationniste préparait une liste, puis regardait la liste, puis regardait si tout était correct. Je pense qu'il y avait des raisons de faire ça comme ça, au niveau de ne pas se retrouver aussi. Je vais être honnête, parce que moi, je ne suis pas un cachotier. Oui, bien sûr. Il y a arrivé des situations qu'il y a eu des gens qui. Une fois, il y a des gens qui ont amené des gens de conférence, puis il a été obligé de se retirer, il a pris une pause, puis il est allé parler. Puis la personne a passé un mauvais quart d'heure. Mais ça, là, il faut faire attention à des parenthèses comme ça. Ce que je veux dire, c'est que si la personne avait déjà des troubles, ça n'a pas réglé ses troubles nécessairement. Puis en passant, si je me rappelle bien, c'était une personne qui était psychologue de formation. Ça, on aura toujours cette question-là. Il y a des gens qui vont dire est-ce que Bernard ne mettait pas les gens mieux ou ne mettait pas les gens pires? Ça, chacun va y répondre. Moi, j'ai vu la différence avec les années, ça m'a transformé dans un sens. Dans un sens créatif, là, un sens mieux. Dans un sens positif, mais pendant un certain nombre d'années, je me suis retiré des conférences parce que j'en sentais le besoin. Je voulais organiser mieux ma vie matériellement. J'ai passé des périodes difficiles. Mais j'avais déjà eu des périodes difficiles avant de connaître Bernard. Fait que ça, là, de mettre une étiquette à ce niveau-là, ça va rester libre à chacun. Je ne suis pas là pour... Tu sais, des gens, des fois, quand on est fasciné par une personne ou qu'on a un maître spirituel, on veut toujours voir que les gens aient une bonne image. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Quand les gens mettent des comme moi, j'ai mis des vidéos sur YouTube et les gens écrivent que c'est un fou, c'est un ça. Tu envoies l'opinion que tu veux, là. C'est pas mon problème, c'est tes affaires. Non, je suis pas là. Exactement. Donc, que les gens se fassent leur propre opinion. Donc, on expose et les gens disposent. Moi, j'ai connu une... Oui, vas-y. C'était un couple d'amis. C'était un contexte où tu ne côtoies pas beaucoup de monde. Tu prends de l'expérience aussi en communication avec des gens. Je ne n'aimerais pas de nom non plus. C'était une personne, le mari du couple, c'était un de mes amis, puis il était attiré par les conférences. Sa femme était bien fâchée de ça. Elle disait, lui, les gens vont l'écouter, elle trouvait ça horrible. Puis elle, c'était une femme d'ailleurs qui donnait des conseils aux gens. Les gens l'appelaient pour se faire aider. Puis, d'après ce que j'avais vu, elle faisait bien ça. C'était une personne qui était très posée, qui était de bons conseils. Puis, elle donnait un bon soutien à des gens qui avaient des difficultés. Mais elle ne pouvait pas accepter qu'un autre fasse ça. Je ne peux pas dire mieux ou pire, là. Mais elle trouvait ça bien bizarre que les gens aient écouté quelqu'un comme ça. Que les gens l'appellent elle, pour avoir de l'aide.
Ça, c'est ça normal. Est-ce que... ouais, parce que des fois, les gens sont orgueilleux puis ils veulent garder le monopole, tu sais. Une forme de compétition. Ouais, c'est ça. Ou des fois, ce qui arrive, c'est que la personne, admettons, elle a un cours en psychologie ou en médecine, puis elle dit, ah, ben l'autre, il n'y a pas de cours, fait que c'est pas des vrais conseils, tu sais. Ça, oui, effectivement. Moi, je regarde, même au Québec, le thème psychothérapeute, si je me rappelle bien, a été rappelé légalement. Avant, on parlait de psychologue. Oui. Aujourd'hui, si tu n'as pas la formation de psychologue, tu ne peux pas t'appeler psychothérapeute. Et tu peux pas t'appeler psychologue, puis le titre, en fait, le métier de psychothérapeute, c'est un titre réservé. Puis c'est l'Ordre des psychologues du Québec qui a le droit de donner à quelqu'un une accréditation ou non pour porter ce titre-là. Ça n'a pas toujours été comme ça. Non, exactement, parce qu'avant, les gens pouvaient s'improviser comme psychothérapeute. Ça, tu peux toujours jouer. Je veux dire, à ce temps, on a des coachs de vie. Exactement. Parce que l'Ordre des psychologues, un jour, va récupérer des coachs de vie, ben, on en inventera un autre. Mais c'est pas un blâme, là. Je veux dire, les gens, des fois, qui ont besoin d'aide, qui s'en vont face à n'importe qui, ça prend du recul. Il faut que tu sois plus prudent parce que tu ne sais pas ce que tu fais affaire. Un psychologue aussi, je veux dire, il ne faut pas totalement se remettre dans l'autorité des mains d'un psychologue. Mais le fait d'avoir une formation, le fait d'avoir un ordre professionnel, je pense que c'est une chose qui est valable, c'est quand même un encadrement. Ça peut aider. C'est sûr qu'il manque le volet psychologie multidimensionnelle ou évolutionnaire aux psychologues qui vont plus traiter des concepts matérialistes. Mais là, ça, c'est un autre débat qui pourrait faire éventuellement l'objet d'un autre enregistrement. Mais pour compléter celui-ci sur Bernard de Montréal et ton vécu en lien avec lui, j'étais curieux de savoir si tu l'avais connu sur plusieurs décennies. C'est-à-dire que tu as fait ton séminaire en 1981, mais est-ce que par la suite, tu l'as suivi dans les années 90, début 2000 aussi? Disons que jusqu'en 1992-93, je suis allé très fréquemment. Après 93 à 2003, c'est un autre 10 ans, j'y allais plutôt de façon sporadique. OK. Ensuite, j'avais le projet d'aller travailler en Chine. Je suis parti en l'an 2002. Puis, je suis allé dans une conférence, je ne me rappelle plus en quelle année, mais la dernière fois que je suis allé. Oui, c'est ça. Je ne peux pas dire c'est quand la dernière fois que je suis allé. Je suis bien embêté. OK, mais c'est pas grave. L'idée, c'est pas nécessairement d'avoir une date, mais j'étais curieux de savoir si, au fil du temps que tu as été à ces conférences, tu as observé des changements par rapport à ses propos, par rapport à son public, etc. Non, je ne pourrais pas dire sur cet angle-là. Mais j'avais commencé un petit peu ce qu'on avait parlé, là. Autrement dit, moi, dans le séminaire, excuse-moi, je fais un tour en arrière. Non, c'est bien correct. Je n'ai pas eu beaucoup de contact avec lui. Mais par la suite, dans ce qu'on peut appeler les conférences maison, j'ai eu l'occasion d'avoir plus d'interactions. Est-ce que tu as des anecdotes particulières à nous conter par rapport à ces interactions? Oui, ben là, j'en avais quelques-unes. Il y en a une que j'ai écartée. OK. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire. J'ai eu l'occasion des fois de parler avec lui. Puis je pense que ça lui... ça devenait intéressant parce que le fait d'avoir une dynamique, il pouvait utiliser ces questions-là, ce matériel-là, pour pouvoir échanger ou développer du matériel avec les gens. Là, j'ai pas d'anecdote d'un mec ici qui me vient l'idée. Mais moi, je me rappelle une fois, je suis allé à une conférence, puis il m'a dit, il a dit à deux personnes, moi et une autre personne, il dit, toi, t'es jeune en cours des études. Il a dit à l'autre aussi, toi, t'es jeune en cours des études. Puis, je trouvais que c'était pas bête comme idée. J'étais bien embêté, dans quoi aller étudier. Puis jusqu'à un certain point, pour moi, c'était une problématique. Parce que même les études, ça aurait pu déranger mon assistance aux conférences. Pour moi, là, je le regarde aujourd'hui, pour moi, c'était comme mon université. D'aller à ces conférences, pour toi, c'était comme d'aller à l'université? Pour moi, c'était comme d'aller à l'université. Ça ne veut pas dire que je décourage les gens, au contraire, j'encourage les gens à faire leurs études. Mais moi,
j'ai fait des démarches quand même. Je suis allé faire un tour pour m'inscrire au cégep. J'avais voulu devenir psychologue. OK. Je suis allé m'inscrire. C'était pas un prérequis, mais j'avais le goût de faire quelques cours au cégep en psychologie pour avoir certains crédits, puis avoir une certaine entrée à la matière. Et de fil en aiguille, ça s'est jamais passé. Il est toujours arrivé quelque chose qui m'a éloigné du projet. Mais pour faire une parenthèse, mais pas trop longue, c'est un peu embêtant, parce que une chose qui te développe dans la vie t'apporte un bon côté, puis t'en enlèves un autre. Et moi, la façon dont j'ai perçu mon expérience par rapport, parallèlement à ce que j'ai vécu avec Bernard, c'est que si j'avais une carrière bien fixe, ça m'aurait donné plus de stabilité de vie. Et d'un autre côté, j'aurais pas fait toutes les expériences qui m'ont enrichi dans une autre dimension. J'ai visité presque 50 pays. J'ai travaillé 4 ans en Chine. Toutes ces choses-là qui m'ont amené une forme d'instabilité matérielle m'ont permis de découvrir autre chose. Puis toutes les expériences que j'ai eues, les gens que j'ai rencontrés, les gens avec qui j'ai parlé en voyage, je suis pas sûr que ça aurait été aussi enrichissant que juste me baser sur des livres. Que la dimension de gagner ta vie, d'étudier pour gagner ta vie, c'est certain que je vais encourager les gens à aller de ce côté-là. Par contre, une autre dimension plutôt que d'avoir une expérience théorique seulement par des livres, parce que aussi j'ai lu, j'aime beaucoup la lecture, j'ai vécu des expériences à travers les voyages, à travers différentes situations qui m'ont enrichi. C'est ça, mais dans le fond, tout sert, là. C'est sûr que ce soit par la théorie ou la pratique, dans les deux, tout sert. Excusez-moi, j'avais pas le choix, je suis venu me placer. Non, il n'y a aucun problème. Ce que je veux dire, c'est que tout sert, que ce soit par la théorie ou la pratique, puis les deux peuvent être utiles en complémentarité. Mais le point, c'est que Bernard t'avait donné un conseil, donc retourne aux études d'une manière assez directive. Mais toi, est-ce que tu avais demandé ce conseil-là? Non, c'est arrivé comme ça. OK, spontanément, il disait ça. Il m'a dit, toi, les jeunes retournent aux études. Il a probablement ajouté d'autres choses. OK. Mais essentiellement, c'était ça. Moi, j'étais bien embêté. J'avais le goût de demander dans quoi aller. J'ai parlé de ça. OK. Puis là, il m'a regardé. Il a continué. Mais moi, j'étais très embêté. J'étais une personne, je me posais dans mon autre question, j'étais très, très ambigu face à mon choix des études. Je ne savais vraiment pas dans quoi me diriger. Je voulais être sûr que si je faisais des études supérieures, j'allais savoir exactement qu'est-ce que j'allais faire. Et des fois, c'est pas toujours comme ça. Des fois, tu fais des études dans un domaine, puis tu habitues dans d'autres choses. Non, exactement, parce qu'après tout, Bernard de Montréal avait fait lui-même des études pour être ingénieur, puis finalement, il est devenu conférencier dans le domaine de la conscience supramentale. Il avait fait des études, je crois, en paléontologie. Ben, il y avait anthropologie aussi, là. C'est possible ingénieur, j'en avais entendu parler, mais j'ai aucun détail là, sur ce côté-là. OK. Ça reste... C'est pas grave. Non. C'est pas... C'est ça, ça serait à valider, là, mais en tout cas, il y avait déjà dit en conférence qu'il avait fait des études d'ingénieur. Là. Moi, j'avais retenu ça. Là. D'accord, aussi j'avais entendu ça. OK, exact. Mais si on en revient par rapport à ton expérience en ligne, Bernard de Montréal, moi, ce que j'étais curieux de voir sur plusieurs décennies, est-ce que le fait d'avoir été exposé à sa vibration a changé ton état énergétique? As-tu senti des choses qui sont ouvertes à force d'être exposé à ces conférences et avoir fait le séminaire? Je peux dire vraiment, c'est juste depuis les dernières années que je vois le changement. OK. Mais comment je pourrais expliquer ça? Je serais pas mal embêté, je pense. Bien, je veux dire, il peut y avoir des choses observables, dans le sens de se sentir plus léger dans le mental, plus détaché quand on regarde la télévision, moins être réactif sur le plan émotionnel quand on entend parler un drame dans un bulletin de nouvelles. Moi, je perçois l'activité mentale comme un territoire. OK. Je perçois un peu comme ça. Puis, s'il y a des pensées qui ne font pas mon affaire, je peux les neutraliser presque instantanément. Ça peut arriver que ça ne fonctionne pas. OK. Mais quand ça ne fonctionne pas, c'est pas des choses... je ne sais pas, je vais donner un exemple. Je vais me réveiller la nuit, puis j'ai de l'activité mentale qui ne s'arrêtera pas, mais je vais me voir en train de parler à du monde. Puis je leur parle. Okay?
Oui. C'est pas des choses, c'est pas des pensées négatives, c'est pas des choses désagréables. Mais c'est peut-être plus dur à arrêter quand c'est pas désagréable. Mais au bout de quelques minutes, en général, je suis plus averti qu'avant. Je dis, bon, ouais, là, je vais dormir, c'est assez. Mais quand c'est des pensées négatives ou des souvenirs négatifs, pendant longtemps, je n'étais pas capable d'arrêter ça. Aujourd'hui, pour moi, c'est très facile. Puis, il n'y en a pas beaucoup non plus. Je peux dire que je passe une période de ma vie où je vis beaucoup de sérénité. Quand c'est des choses qui vont pas, c'est pas au niveau émotionnel ou c'est pas au niveau mental. Ça peut être au niveau physique. Ça peut être un inconfort. On ne rentrera pas dans les détails. Mais je veux dire, c'est pas des grosses affaires pour moi. C'est pas des affaires qui me dérangent énormément et qui m'inquiètent non plus. Mais j'ai vécu des périodes dans les derniers 4 ans là, où j'ai vraiment une expérience où, j'appelle ça comme ça, là, je veux dire, je reçois de l'amour des dimensions invisibles. Je me sens vraiment dans un état de sérénité, dans un état de félicité. Puis, j'accorde pas d'importance non plus. Si c'est pas là, ça me dérange pas. Si c'est là, c'est là. Pour moi, ça fait pas. Sauf que je fais une différence. Je reçois de l'amour des autres plans, mais j'en envoie pas. Oh! J'en envoie pas. Je suis pas un. Tu sais, quand je vois des gens qui sont en amour avec des notions spirituelles, que je dis des choses là-dessus, ça ne m'attire pas du tout. Ça me crée plutôt un état de répulsion. Oui, la fameuse amour des forces, là, où les gens vont aimer Jésus. L'amour des forces, l'amour de la connaissance, l'amour de. Si, des fois, je dis d'abord, essentiellement, ce que je fais depuis 2 ans, je travaille avec le matériel. J'ai encore fait des vidéos aujourd'hui. J'ai fait des vidéos pendant un certain temps. On fait de la transcription, on fait de la traduction. Puis, pour être honnête, là, c'est plutôt rare que j'écoute des enregistrements. Parce que ça me quand je vis du matériel, je passe dessus. Des fois, je vois des transcriptions. Il y a des gens qui font des transcriptions, puis il y a des vérifications à faire. Je trouve ça beau. Je trouve ça vraiment épique comme matériel. Et de moi-même, étant donné que j'appelle ça comme ça, j'ai toujours le nez dedans, là, parce que c'est une expression du Québec. Je m'arrive pas le soir pour m'écouter une conférence de Bernard. Parce que je suis toujours dans ce matériel-là, évidemment. Donc là, je suis dans les traductions. Je suis tourné plus à la table des traductions. Je ne veux pas trop m'écarter du sujet, mais effectivement, c'est ça. Là. Non, exactement. Mais c'est sûr que là, je peux en profiter pour mentionner aux gens là, que tu t'occupes du site web www.diffusion-bdm-intel.com. Donc, pour les gens qui nous écoutent, qui ne l'ont pas nécessairement encore découvert, donc c'est un site web où l'œuvre de Bernard de Montréal y est véhiculée, présentée à travers des vidéos, des textes et entre autres de nombreux documents PDF là, qui ont été produits. Tu vas-tu mettre un lien en bas du... Oui, en bas de l'enregistrement présent, bien entendu, pour les gens qui ont envie d'aller voir le site web, puis aussi tu as les coordonnées de la page Facebook par rapport à BDM International, pour les gens qui veulent s'y abonner, parce que tu y publies régulièrement, notamment là, des liens par rapport à soit des textes ou des vidéos en lien avec l'œuvre de Bernard de Montréal. Oui. Donc, c'est sûr que c'est important pour les gens qui veulent aller plus loin dans l'étude de cet individu qu'on parle depuis tantôt, d'aller voir son matériel. Mais c'est sûr qu'avant de conclure l'enregistrement, je voulais quand même m'assurer avec toi qu'on ait fait le tour là, par rapport à ton témoignage en lien avec Bernard de Montréal, étant une personne de première source, parce que c'est sûr que les gens qui ont fait le séminaire avec le temps, ben ils vont vieillir, ils vont mourir, puis éventuellement, ben il n'y en aura plus. Fait que c'est sûr que les gens qui vont vouloir avoir des informations de première main par rapport à des gens qui l'ont vu en personne, Bernard, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Oui. Ce ne sera pas très long, mais j'ai encore un petit... oui, bien sûr. Moi, je remarque, comme par exemple... il y a un certain nombre de personnes qui ont gravité autour des conférences, qui sont revenus, on peut dire, depuis que ça a été organisé avec le canal YouTube, le site web, et ainsi de suite. Puis j'ai repris contact avec des gens, ainsi de suite. Puis il y a des nouvelles personnes aussi. Puis,
Dans les nouvelles personnes, des fois, il y a des réactions. Les gens nous reviennent et disent c'est intéressant, et ainsi de suite. Puis ils vont dire, par exemple, vous êtes chanceux, vous avez connu Bernard. Ça, c'est un élément que je veux mettre en évidence. Pourquoi connu Bernard de Montréal? Ça ne change rien. Si tu l'as connu, ça amène une dimension. Si tu ne l'as pas connu, je pense qu'il y a du bon, il y a du bon pour mauvais des deux. Parce que dans la période où Bernard faisait son travail public, lui aussi vivait un certain processus. Dans ce processus-là, on peut dire qu'il travaillait avec des forces occultes, puis que des fois, nous autres aussi, on était les récipiendaires de son expérimentation. Fait que c'est pas toujours... ça avait un bon côté. On était proche, si tu veux, de la première loge. Mais c'est pas un handicap. Si les gens n'ont pas connu Bernard de Montréal en personne, tout l'héritage est là, il y a des livres, il y a du matériel. Il y a même des gens qui ont des discussions à savoir si le matériel écrit serait moins favorable que le matériel audio. Moi, l'information que j'ai reçue à ce niveau-là, il n'y a pas vraiment de différence. C'est peut-être un peu plus lent. Les gens qui lisent le matériel au lieu de l'écouter, c'est peut-être un peu plus lent au niveau de la perception. Par contre, c'est plus facile de l'intégrer. Ça c'est l'information que j'ai reçue. Des plans? Tu as reçu cette information-là des plans? Que j'ai reçue d'un plan, c'est que le fait de l'écouter, parce que même si Bernard explique que d'avoir des émotions excessives, c'est une influence qui peut être pernicieuse, le fait qu'il parle, il utilise quand même un certain volume d'émotions. Ce volume d'émotions-là a un effet sur la sensibilité de la personne. Fait que le fait de l'écouter, ça a un impact qui est plus puissant. Et si tu lis le matériel au lieu de l'écouter, ça va être moins puissant, mais ça va avoir la même portée à long terme. Ça va être juste plus simple à intégrer. Ça dépend du tempérament de chacun. Il y a des gens qui ont un côté plus froid, intellectuel, qui vont être plus à l'aise avec la lecture, puis qui vont avoir un effet à plus long terme. Il y a des gens qui ont un côté plus artistique, plus combatif, émotif, qui vont se sentir plus à l'aise avec les audios. Mais il y a des gens qui soutiennent que la vibration est présente. Oui, dans un sens, c'est à cause du tempérament de la personne. C'est pas à cause du matériel. Une personne qui va lire le matériel, sinon Bernard n'aurait pas fait de livre. Ça aurait donné quoi d'écrire la genèse du réel? Ça dépend du tempérament de la personne. C'est pas par rapport à l'œuvre de Bernard. Oui, après tout, il y a un adage qui dit « Tout est reçu selon la forme du récipient ». Exactement. Si les gens ont une inclination, c'est ça aussi d'ailleurs qu'on fait des livres. Une des raisons qu'on fait des livres, c'est l'inclination de la personne. Une autre raison, c'est que ça nous prépare le matériel pour faire la traduction. Parce que je ne crois pas, là, à date, je ne crois pas qu'on va faire ce qu'on appelle, on fait des transcriptions écrites. Je ne pense pas qu'on va faire des audios en anglais qui personnifieraient Bernard. Peut-être un jour, mais je ne crois pas pour l'instant. Pour l'instant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on a fait des transcriptions en français. Ces transcriptions-là sont traduites. Puis on fait des livres avec ça. On a commencé dans l'espagnol aussi. Essentiellement, c'est ça. Je ne suis pas tout seul. C'est un mouvement que j'ai initié. Puis le but, c'est d'aller partout dans le monde. Autrement dit, c'est pour ça que je faisais le lien tout à l'heure avec le fait que j'ai fait des voyages. Donc, j'ai eu une expérience particulière pour pour moi, c'est l'expérience de travail ou d'activité, si tu veux. Je ne pas ça un travail, mais d'activité ou de vocation qui m'intéresse le plus dans ma vie. C'est là-dedans que je me sens vraiment invité à faire quelque chose qui m'intéresse. Exactement. C'est sûr que quelqu'un qui voyage, c'est un atout dans l'optique de la diffusion de cette instruction. C'est dans ce sens-là. Oui, c'est ça, pour qu'elle sorte du Québec, parce que sans ça, ça va rester en milieu clos, là. Ça me donne un point de vue sur les cultures que je peux utiliser quand je fais la diffusion du matériel. Parce que ça, à côtoyer les différentes cultures, tu vois comment les gens réagissent. Donc, ça te donne toutes ces impressions-là que j'ai reçues. Ça me permet de développer le matériel, d'avoir certaines connaissances pratiques qui peuvent m'inspirer. Et évidemment, j'ai d'autres personnes qui travaillent avec moi, c'est agréable, parce que ça me donne un feedback.
Je leur pose des questions, je leur donne mon avis, ils me répondent. Sans ça, c'est très difficile. Ça aussi, c'est un aspect complémentaire. Oui, c'est ça la parenthèse que je voulais faire. Les gens disent, oui, ça aurait pu être intéressant de le connaître. C'est pas un manque, le matériel est là. Non, exactement. Puis c'est pas un... Avec son œuvre qu'on vit le développement. Pas avec la personnalité de Bernard de Montréal. Non, c'est ça. Il avait sa vie privée, il avait sa vie privée, il avait sa famille. C'est ça. Moi, je ne faisais pas partie de ça. C'est pas un manque, c'est pas une carence. Les autres étaient là. Non, exactement. C'est pas un préalable d'avoir connu Bernard de Montréal pour vivre le processus de la fusion, là. Effectivement. C'est pas un préalable. Exactement. Parce que la personne a envie de la fusion, ben ça va se faire naturellement. Son esprit va la mettre en vibration, puis elle va altérer son mental. Cette conscience. C'est ça à long terme. Je pense pas. Je pense pas, selon ma perception, qu'on va avoir des gens qui vont avoir un phénomène instantané de fusion comme Bernard de Montréal. Ça prendrait des antécédents là, au niveau... je pense que la majorité des gens en général, ça va être un processus progressif. Donc, oui, parce qu'après tout, il parlait que ça allait s'échelonner sur 2500 ans. Oui. Donc, il y a quelque chose qui est en train de tomber. Hein? Je pense qu'elle achève notre enregistrement. OK. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Oui? Oui, c'est ça. C'est un tour d'horizon sur une personne qui l'a connu en chair et en os, c'est ça comme ça, qui a eu un contact avec lui. Ça a été une super belle expérience. Parce que pour faire une condensation de cette expérience-là, c'est que des gens qui vivent un développement spirituel, la plupart du temps, tu arrives à un cul-de-sac. Parce que ce que les gens te disent, ce que les gens t'enseignent dans les différentes organisations, tu t'aperçois un jour qu'ils ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils t'ont parlé. Tu vis une déception là-dedans. Cette déception-là, toutes les déceptions t'amènent à un arrêt. Moi, je veux dire, j'arrivais à un point dans ma vie où la spiritualité ne pouvait pas me nourrir. Je voyais que ça ne pouvait pas être ça. Je pense que Bernard en a parlé dans ce sens-là aussi. Il dit qu'il est arrivé pour délivrer un matériel, parce qu'il arrivait un certain nombre de gens dans l'humanité, pas juste moi, je dis pas juste sur une base d'un petit nombre de personnes. C'est qu'en termes de phénomènes humains, après que les gens ont vécu la spiritualité, tu arrives à un cul-de-sac. Donc, il fallait quelque chose qui soit débloqué. Il fallait qu'ils puissent expliquer c'est quoi le mensonge cosmique. Il n'y a pas juste le côté négatif de la vie qui est un obstacle pour l'homme, le côté positif aussi, s'il est mal compris, ça peut être un obstacle pour l'homme. Et on ne rentrera pas dans ça. Ça pourrait faire l'objet d'un autre enregistrement éventuellement, là, naturellement. Là. Mais c'est sûr que ce que je comprends de ce que tu dis, c'est un petit peu comme, il y a un adage qui dit quand l'élève est prêt, le maître apparaît, là, dans le sens que quand il y a une certaine masse critique de gens qui sont prêts à passer à un autre palier évolutif, ça devient logique qu'ils reçoivent une instruction pour passer à la prochaine étape de leur développement. Oui. De cette étape-là, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. C'est qu'on va passer à l'étape, quand le maître est prêt, le maître apparaît. Autrement dit, l'homme va devenir son propre maître. Il va se débarrasser des références. Donc, il va arrêter de se fier à ce qui est à l'extérieur de lui. Comme Bernard disait, je me rappelle, une fois, il me l'a dit directement devant moi, il dit t'es bien mieux d'apprendre un homme à pêcher. C'est un vieux proverbe, je pense, mais t'es bien mieux d'apprendre un homme à pêcher que de donner du poisson. Exact. Donc, c'est le même phénomène. Il faut devenir... L'homme a eu des intermédiaires avec les mondes parallèles pendant des siècles. Par la clairvoyance, par les astrologues. Mais un jour, il faut qu'il récupère sa potentialité. Donc, il faut qu'il devienne son propre clairvoyant. Il faut qu'il puisse éclairer lui-même sa vie. Donc, l'homme va devenir son propre maître. Exactement. Je pense que c'est vraiment l'essence de l'instruction de Bernard, de favoriser, de véhiculer l'importance que l'homme devienne autonome. C'est un bon résumé. On pourrait dire ça. Bon, ben c'est excellent. Avant que je l'oublie, est-ce que tu avais participé au projet de Roche Sauvage puis Zénard? Très indirectement. OK. Parce que ce qui est arrivé, c'est que
j'ai commencé à voir dans ce projet-là ce que j'avais vu dans d'autres projets, dans d'autres organisations. J'ai commencé à décrocher. Mais je pense que Bernard s'est engagé là-dedans parce qu'il y avait des choses qui devaient être réalisées à travers cette expérience difficile-là. Mais moi, j'étais pas à l'aise. Donc, je me suis éloigné de ce phénomène-là. OK, parce que dans le fond, ce qu'on m'a rapporté par rapport à ces projets-là, notamment là, il y avait le projet de construire un resort, là, un endroit hôtelier là, dans le sud, c'est que ça n'avait pas marché, puis en Haïti, là, ouais. Je n'ai pas suivi ça beaucoup. Okay. Mais c'est pas les projets extérieurs que j'ai suivis, c'est que le phénomène de lui avec un certain groupe de personnes qui étaient des hommes d'affaires, moi, je n'étais pas à l'aise avec ça. Moi, j'avais l'impression, je ne sais pas, si j'avais un compte à rebours, tu me dirais si tu pouvais revenir dans ce temps-là. Oui. Qu'est-ce que tu dirais à Bernard? Tu sais? Je pense que je dirais, Bernard, tu es dans une traque, tu as un travail à faire. Peut-être mieux de rester dans cette voie-là, où toi, tu es en contrôle de cette chose-là, de ce travail-là, puis de ne pas t'associer avec des gens sans savoir dans quoi tu vas t'embarquer. Mais Bernard, il disait lui-même, il disait qu'il y avait des voiles, ça veut dire qu'il commençait des choses, puis s'il ne savait pas, il y avait des conditions qu'il ne pouvait pas voir au-delà d'une certaine limite. Puis dans ce phénomène-là, il vivait une expérimentation où il vivait un dépassement, autrement dit. Suite à une souffrance, suite à une expérience, tu peux voir plus loin. Donc, c'était quelque chose qui était nécessaire. Ça s'est passé comme ça. Il y a eu du remue-ménage, ou des désaccords, ou des frustrations, des conflits. Mais ça l'aboutit à un autre niveau, de développement. Si on regarde, par exemple, la période où Bernard a donné les conférences, la dernière phase, psychologie évolutionnaire, oui. Tu ne peux pas comparer ça avec les périodes antérieures. Pour moi, en tout cas, ça me paraît quelque chose de très limpide et de très avancé. Mais il y a une forme de... Tu sais, des fois, je prends contact avec des gens, je ne sais pas où commencer avec les sites web, je leur dis. Essaye des conférences avec ou des entrevues avec Richard Glenn, c'est beaucoup plus accessible, c'est beaucoup plus simple. Puis, quand on arrive dans les zones plus proches en termes de date, puis qu'on voit la psychologie évolutionnaire, c'est plus... il y a quelque chose d'un peu plus abstrait, d'un peu plus difficile à saisir. Il y a un langage un petit peu plus spécialisé parce qu'il y avait besoin d'utiliser des mots pour expliquer des choses. Puis, ça peut être un peu plus difficile à saisir. Mais pour quelqu'un qui peut le saisir, qui est à l'aise avec ça, c'est très révélateur. Mais tu vois, c'est drôle parce qu'on a une perception différente de ça, parce que moi, je trouve dans la collection Psychologie évolutionnaire des dernières années de sa vie publique, il donnait des exemples plus simples ou caricaturales, il y avait plus d'humour, plus un vocabulaire aussi commun, tu sais. Moi, je trouve qu'il avait l'air beaucoup plus détendu. Ouais. Il travaillait, il y avait personne qui l'interviewait, il était plus dans un ordre, tout ça. Je trouvais qu'il avait l'air à l'aise. Mais pour les gens, par exemple, qui n'ont jamais eu contact avec tout le matériel, des fois, il peut avoir un langage un petit peu... Il donnait des exemples, oui. Il ne faut pas oublier non plus que la plupart des gens qui sont allés à ces conférences-là, c'était à peu près presque tous des gens qui étaient en contact avec lui depuis des années. Moi, j'ai cette perception-là. Mais quoi qu'il en soit, quelqu'un peut y arriver assez vite. Mais souvent, quand les gens commencent, je recommande plus cette section de Richard Glenn. Mais dans ce phénomène-là, il faut que les gens comprennent que la spiritualité, ça dure longtemps. Il ne faut pas penser que, même si les gens disent « Ah, ben moi, je ne vis plus de spiritualité parce que j'ai découvert Bernard », la spiritualité, c'est pas un état d'esprit, c'est pas un acte de volonté ou de choix personnel. C'est un long processus d'épurer l'émotivité face aux formes, face à la vie. Non, exactement. Donc, c'est un processus qui est long. Les gens, des fois, arrivent avec des questions. J'ai un contact, je communique. Ça vient-tu de telle base? Ça vient-tu de telle base? Les gens ne doivent pas s'inquiéter de ces choses-là. Il ne faut pas s'inquiéter outre mesure de tous ces phénomènes-là. Il faut que les gens continuent d'avoir une vie organisée, d'avoir une vie pratique, découvrent ça tranquillement, sans trop prendre ça au sérieux, sans ça. Des fois, j'entends parler des gens, puis
je peux vous dire, je vois des gens qui postent sur Facebook, des fois, j'en ai l'information. Il y a des gens qui écoutent des 6-8 cassettes par jour, des 6-8 enregistrements. Aller faire de l'exercice, aller faire une marche dans la montagne, changer d'air un peu. Il ne faut pas que ce soit une obsession non plus. C'est presque un petit peu inévitable au début. Oui, exactement. Parce que moi-même, quand j'ai commencé à écouter le matériel de Bernard, ça m'a captivé, voire même fasciné, dans le sens ça absorbe beaucoup l'attention. On sent que l'énergie est différente des autres conférenciers qu'on a pu écouter dans le passé. Il y a comme un clivage énergétique, en tout cas que moi que j'ai capté, qui fait que c'est quoi ce gars-là? Comment ça qu'il dégage cette énergie-là, tu sais? C'est très juste parce que moi aussi je suis obsédé. Je l'étais obsédé. Je ne peux pas nier ça. C'est tout à fait. J'en écoutais beaucoup. Il ne fallait pas que je manque de conférences. J'ai une obligation. Ça me fatiguait pareil. Il fallait que je travaille sur ce chiffre-là. Parce que je travaillais sur des chiffres rotatifs. Ça me dérangeait. Je vivais avec aussi. Je ne voulais pas en manquer. Je faisais tout mon possible pour pas en manquer parce que ça s'allège avec le temps. C'est une forme d'insécurité qui est normale, qui est liée au phénomène. Exactement, mais sinon, par rapport aux conférences, ce que des gens m'ont rapporté, c'est qu'au début, dans les années 80, il y avait des grandes salles qui pouvaient avoir 300 ou 500 personnes, puis vers la fin, il y était à peu près une vingtaine. Est-ce que de tes observations, c'était le cas? Moi, les derniers temps, j'étais pas là. Pardon, excusez-moi si je me droite. J'étais parti à l'étranger. Okay. Mais dans la période où moi j'étais là, c'était pas mal toujours les mêmes volumes. Quand il y avait des conférences maison, il y avait du monde. Je pense qu'il y avait des raisons. Il y avait des raisons particulières au début de faire ça dans les maisons privées. Mais les maisons privées, il ne doit pas avoir beaucoup de monde que ça. Je veux dire, une maison privée, elle ne peut pas contenir 200 personnes, là. Ils remplissaient pas mal. OK. Parce qu'ils mettaient des gens sur les étages, puis ils mettaient des haut-parleurs sur les autres niveaux. C'était drôle dans un sens. Je ne peux pas dire combien il y avait de personnes. Des fois, j'avais des listes, ils faisaient des inscriptions. Ça marchait avec des réservations parce qu'il fallait qu'ils mettent des limites. Je ne peux pas dire. Je pensais peut-être qu'il y avait peut-être des 60 personnes, mais on était tassés. Des fois, on était tassés pour vrai. Mais je pense que c'est un contexte temporaire qui devait, après ça, parce que quand on a commencé dans les hôtels, quand Bernard a commencé à donner des conférences dans les hôtels, il voulait que les gens s'habillent comme du monde, pas qu'on ait l'air d'une gang de hippies. Ben oui. Puis, s'il n'y avait pas eu une préparation préalable, peut-être que les gens auraient mal reçu ça. Mais quand on est arrivé dans un autre contexte, où on allait dans les hôtels, les gens vivaient bien ça. Moi, j'étais toujours en habit cravate. J'étais à l'aise avec ça. Parce que Bernard, de ce que je voyais de ses vidéos, tu étais tout le temps en habit cravate, là, ou avec le nœud de papillon, là. Je pense qu'il ne voulait pas que les autorités ou les gens dans les institutions se disent c'est une gang d'échevelés qui s'en vont voir un gourou, tout ça. Moi, je me rappelle, j'ai fait mon séminaire, puis Bernard était là dans notre chambre, on bavardait. J'ai voulu allumer de l'encens, puis il dit j'ai demandé que tu n'en allumes pas. Parce que tu ne veux pas que les gens fassent des associations, puis mêlent avec les mouvements orientalistes. C'est pour démontrer jusqu'à quel point il était prudent sur ce show. Il ne voulait pas être associé à ce show-là, donc on avait une tenue vestimentaire plutôt occidentale, si on peut dire comme ça. C'est des choses qu'il prenait en compte, puis il prenait en compte dans son comportement aussi, dans le sens, il ne voulait pas être associé à des mouvements spiritualistes où les gens quittent le monde, puis s'en vont dans la chambre, puis s'en vont se cacher dans le bois, des affaires comme ça. Quoi qu'en même temps, il y avait le volet privé des séminaires, dans le sens que c'était pas ouvert à tout le monde. Oui, ça c'est une dimension qui peut questionner des gens, qui peut dire c'est des prosélytes, puis ils ont des groupes fermés. Je pense qu'ils faisaient ça justement face au fait que j'ai déjà parlé. Tu faisais une sorte de sélection. S'il y avait des gens qui avaient des fragilités mentales ou émotionnelles ou des choses comme ça, ça aurait pu amener des mauvais combats. Mais ça, je pense pas qu'ils refusaient tant de monde que ça. Je pense que c'était pour permettre aussi, c'était peut-être pour avoir
Tu aurais pu avoir, si tu as eu des portes ouvertes dans les séminaires ou dans certaines conférences, tu aurais pu avoir des journalistes qui sont arrivés avec des caméras ou des choses comme ça. Je ne sais pas, là, mais en tout cas, il y avait des raisons dans le confort de son travail. Le fait que les gens doivent faire une inscription, ça démontre un certain sérieux. Oui, surtout qu'il devait payer un montant d'argent aussi pour la fin de semaine. Là, moi, ce qu'on m'a rapporté, c'est que le montant d'argent au fil des ans a varié. Puis, dans les dernières années, c'était environ 1 000 $. C'était 1 000 $ que les gens devaient payer. Quand j'ai fait mon séminaire en 81, c'était pas cher en tout cas. Quand j'ai payé 100 $. OK. Puis, il y a peut-être un autre montant là, pour la chambre et les repas, là, mais ça ne pouvait pas être cher parce que moi, j'étais pauvre en maudit. Dans ce temps-là. J'étais encore pauvre, mais je suis relativement moins pauvre, disons. Mais tu es riche de la conscience supramentale auquel tu as accès. Je suis riche de ne pas m'inquiéter. C'est bien, ça. C'est ce qui est le plus important. Parce qu'après tous les biens, on peut tout le temps les perdre. Tu sais, quelqu'un peut être millionnaire, mais du jour au lendemain, la forme, on peut la perdre. Tandis que l'état énergétique, ça, notre être, on ne peut pas le perdre. Effectivement, c'est ce qui est le plus important. Pour moi, en tout cas. Oui, c'est sûr que moi, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, tant mieux pour eux autres. Il y a des gens qui sont heureux d'avoir beaucoup de confort. Pour eux autres, c'est bien essentiel. Tant mieux s'ils ont les moyens, je veux dire. Ben oui. C'est souvent malheureux parce qu'on n'a pas le dernier modèle de voiture, qu'on n'a pas les choses les plus luxueuses. Moi, je m'arrange pour ne pas avoir froid et bien manger. C'est ça, c'est l'essentiel pour moi. Puis faire ce que j'aime. C'est ça que je fais présentement là, dans la diffusion BDM internationale. Exactement. Donc, on va conclure après cette bonne entrevue, je dirais un peu plus d'1 heure. Donc, c'est bien que tu aies rappelé les coordonnées là, du site web. Donc, pour les gens qui veulent en savoir un petit peu plus là, sur Bernard de Montréal, dont il a été question à travers ton témoignage aujourd'hui, vous pourrez bien entendu retrouver, comme mentionné précédemment, les coordonnées du site web là, de BDM International en bas de l'enregistrement. Oui, aussi, si jamais les gens font une recherche sur Google, avec soit Bernard de Montréal, normalement c'est le deuxième, tout de suite après Wikipédia. Quand vous faites une recherche sur Bernard de Montréal, c'est marqué diffusion, BDM, international, c'est pas au long, c'est INTL. On a fait ça pour des raisons pratiques, pour l'enregistrement du nom de domaine. Parfait. Donc là, c'est vrai, on termine. Donc, écoute, je te remercie beaucoup, Pierre, pour le temps que tu as consacré aujourd'hui pour cet entretien. Merci. OK.